Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les erreurs les plus courantes que rencontrent les doctorants lors de la rédaction de leur revue de littérature. Quand on commence une thèse, la revue de littérature est souvent l'un des premiers grands défis. C'est une étape longue, exigeante, parfois déroutante. Beaucoup de doctorants s'y investissent avec sérieux, mais se retrouvent malgré tout confrontés à des remarques récurrentes de leurs encadrants et des jurys. Revue trop descriptive, manque de structure, gap peu clair. Pourquoi cette vidéo? Si ces difficultés sont si fréquentes, ce n'est pas parce que les doctorants manquent de compétences, mais parce que les attentes liées à la revue de la littérature sont rarement explicitées clairement. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les erreurs les plus courantes dans la rédaction d'une revue de littérature doctorale, non pas pour les sanctionner, mais pour vous aider à les éviter dès le début de votre parcours doctoral. Avant tout, il est essentiel de rappeler à quoi sert réellement une revue de littérature. Contrairement à une idée très répandue, elle n'a pas pour objectif de résumer tout ce qui a été publié sur un sujet. Elle sert à montrer que vous comprenez votre champ de recherche, que vous maîtrisez ses concepts, ses débats et ses limites, et que vous êtes capable de situer votre propre travail dans cet ensemble. La revue de littérature est donc déjà une démonstration scientifique. C'est là que commence votre posture de chercheur. La première erreur, sans doute la plus fréquente, consiste à rédiger la revue comme une succession de résumés d'articles. On présente un auteur, puis un autre, puis un troisième, en expliquant ce que chacun a fait sans véritable lien entre eux. Le problème n'est pas lié à la qualité des articles cités, mais l'absence d'analyse transversale. Une revue de littérature ne doit pas raconter les travaux un par un, mais expliquer ce que l'ensemble de ces travaux nous apprend sur une question donnée. Lorsqu'on se limite à cette approche descriptive, la voix du doctorant disparaît. Le lecteur ne perçoit ni votre regard, ni votre capacité à structurer le savoir existant. Or, à ce stade du doctorat, on attend déjà que vous commenciez à produire du sens, pas seulement à restituer celui des autres. Une autre erreur fréquente concerne la structure de la revue. Faute de repères, beaucoup de doctorants organisent leur revue par ordre chronologique ou par auteur. Cette organisation semble logique, mais elle rend souvent la lecture confuse et empêche de dégager les idées centrales. Le lecteur a alors l'impression de naviguer dans une accumulation d'informations sans fil conducteur clair. Une revue de littérature efficace repose donc, au contraire, sur une structure conceptuelle. Elle s'organise autour d'idées, de variables, de courants théoriques ou de débats scientifiques. Chaque partie doit répondre implicitement à une question simple. Qu'apprend-on collectivement sur ce point précis? Une troisième erreur concerne l'usage des concepts. Il est très fréquent de voir des concepts centraux utilisés sans être clairement définis, ou des cadres théoriques mobilisés sans être explicitement nommés. Or, un concept non défini est un concept fragile, et une thèse repose avant tout sur la solidité des fondations conceptuelles. Nommer les théories, expliquer les concepts, montrer leur évolution et leur divergence est indispensable pour asseoir la crédibilité scientifique du travail. Une autre difficulté majeure concerne le research gap, qui constitue d'ailleurs le premier fondement de la pertinence de la question de recherche. Beaucoup de doctorants cherchent le gap à la fin de la revue, une fois celle-ci entièrement rédigée. Dans ce cas, le gap apparaît souvent artificiel, peu convaincant ou déconnecté de la littérature présentée. En réalité, le gap ne se retrouve pas après la revue, il se construit
progressivement tout au long de l'analyse, à travers les limites, les contradictions et les zones encore peu explorées de la littérature. Encore une erreur fréquente qui consiste également à multiplier les références sans véritable esprit critique. Avoir beaucoup de citations peut donner une impression de richesse bibliographique, mais cela ne suffit pas. Ce qui fait la force d'une revue de littérature, c'est la capacité à comparer les résultats, à mettre en évidence les convergences, mais aussi les divergences et les controverses. C'est à travers cette discussion critique que votre posture de chercheur devient visible. Enfin, une revue de littérature doit toujours être reliée à la question de recherche. Lorsqu'elle est rédigée de manière isolée, sans lien clair avec la problématique, elle devient une revue hors sol. À la fin de la lecture, le lecteur doit comprendre naturellement pourquoi votre question de recherche est pertinente et en quoi elle s'inscrit logiquement dans l'état des connaissances existantes. Pour résumer, une bonne revue de littérature n'est ni une liste d'articles, ni un résumé chronologique des travaux antérieurs, c'est un raisonnement scientifique structuré, analytique, théoriquement assumé et orienté vers la construction d'un questionnement de recherche solide. La revue de littérature n'est pas un simple passage obligé du doctorat, elle constitue le cœur de votre identité scientifique. Prendre le temps de bien la concevoir dès les premières années de la thèse, c'est se donner les bases solides pour l'ensemble du travail doctoral à venir. Merci d'avoir pris ce temps pour suivre cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté des repères utiles et surtout qu'elle vous aura rassuré face à une étape souvent perçue comme complexe et exigeante du doctorat. La revue de littérature se construit progressivement avec des hésitations, des ajustements et beaucoup d'apprentissage. Et c'est parfaitement normal. Prenez le temps d'avancer à votre rythme, de questionner, de douter et d'affiner votre regard. C'est à travers ce cheminement que se forge votre posture de chercheur et que votre voie scientifique trouve peu à peu sa place. Merci.